C'est le temps d'une autre vidéo de questions et réponses, la série de vidéos préférée des débutants. Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett Packard? Eh bien, je vous donne en mille le condensateur électrolytique. Bidouilleur, salut! Je suis très heureux de vous présenter une autre vidéo de questions-réponses. C'est la 4e de cette série. Je vous invite à me faire parvenir d'autres questions, car ma banque de questions commence à s'amincir. Il me faut des questions d'ordre assez général qui intéresseront la majorité des bidouilleurs. Alors, allez-y, soit par courriel à electrobidouilleur@yahoo.ca, soit sur Facebook, soit sur le nouveau forum de discussion Électrobidouilleur. Bon, alors, sans plus tarder, je me lance sur la première question. Celle-ci vient de Thierry Fiacre. Je voudrais savoir sur les oscilloscopes pour PC, donc les oscilloscopes USB, si c'est aussi précis que les oscilloscopes normaux. J'ai un ami qui est sceptique sur les oscilloscopes PC, surtout pour les ondes réelles. Il m'a dit de voir sur les sites ou des professionnels comme vous. Bon, bien, écoutez, on va d'abord définir ce que c'est. C'est un oscilloscope. On parle ici d'oscilloscope branché sur le port USB, donc sans affichage. Affiche sur les écrans de l'ordi tout simplement la forme de l'onde et le contrôle aussi se fait par l'ordi. Je présume ici que par précis, vous voulez dire fidèle au signal mesuré, j'imagine? Bon, ma réponse concernant les oscilloscopes PC, USB, n'a pas changé dans les dernières années. Et elle n'est pas absolument ou pas du tout. Okay? De façon générale, la versatilité, la facilité d'utilisation et les fonctionnalités des oscilloscopes traditionnels sont meilleures que celles des oscilloscopes PC. Les deux principaux avantages des oscilloscopes PC, cependant, sont l'espace physique requis. Évidemment, les oscilloscopes USB sont beaucoup plus petits, une petite boîte en général, et la mémoire est presque infinie parce qu'elle est fournie par le PC lui-même. Mais il y a beaucoup d'inconvénients par contre avec ces oscilloscopes. Comme les manipulations sont moins aisées, tout est basé sur des menus déroulants plutôt que des vrais boutons. Je trouve ça agaçant. Aussi, la limite de la gamme dynamique de l'amplitude d'entrée, c'est limitant un peu. C'est souvent limité à des tensions plus basses. On n'ira pas jusqu'à 50-100 volts avec ces oscilloscopes. Et même des fois, la sensibilité dans les plus petits signaux peut en souffrir aussi. Des difficultés au niveau du déclenchement, on a vu ça beaucoup, surtout avec les modèles de moindre qualité. Les conflits de pilotes USB, par exemple, si vous connectez deux appareils USB, ça peut amener à des conflits d'appareils, des conflits de pilotes, etc. Je l'ai vécu moi-même. Bon. Il y a des exceptions, bien sûr, comme par exemple les oscilloscopes USB de marque Pico Technologies, qui sont bien conçus et leur interface est correcte, mais leur prix est en conséquence. Alors voici mon petit conseil. Si vous ne pouvez dépenser qu'une somme avoisinant les 100 $ ou équivalent en euros sur un oscilloscope neuf et que vous voulez un oscilloscope à échantillonnage, donc pas analogique, et que 20 MHz de bande passante vous suffit, l'oscilloscope PC Hantek 6022 est acceptable. Mais sachez que dès que vous chercherez quelque chose de mieux, les prix vont augmenter assez vite et très rapidement, vous vous trouverez dans la gamme de prix des oscilloscopes traditionnels comme le Rigol par exemple. Ces oscilloscopes offrent une bien meilleure interface avec des vrais boutons. Et pour moi, je trouve ça plus important. Ah oui. Laissez aussi tomber les oscilloscopes en kit, ceux dont la bande passante est minable, du genre 100 kHz ou
1 MHz. Pour moi, ce sont des jouets et rien d'autre. Ça ne vaut pas la peine, même si c'est seulement 30 ou 40 $. Gardez vos sous et achetez quelque chose de mieux. C'est mon conseil. C'est tout un préambule pour répondre à votre question. Finalement, sur la fidélité, ou en tout cas, vous parliez de précision, les oscilloscopes d'entrée de gamme, donc ceux qu'on se paie normalement, je vous dirais moins de 1 000 $ et moins de 2 000, 3 000 $, ont une résolution verticale de 8 bits, ce qui est bien suffisant pour l'emploi qu'on en fait, soit la visualisation des formes d'ondes et des mesures en tension et en temps de façon sommaire. Que ce soit par USB ou autonome, c'est ce que vous obtiendrez 8 bits de résolution. Donc, la fidélité devrait être la même, en autant que la bande passante et la vitesse d'échantillonnage sont suffisamment élevées par rapport au signal observé, bien sûr. D'accord? OK. Autre question, celle-ci vient de UC Diode 86, UC Diode 86. Et oui, répétez 2 fois. Comment faites-vous pour contrôler qu'une piste à impédance contrôlée correspond à l'impédance recherchée? Ça, évidemment, le contexte, c'est qu'il veut se fabriquer des plaquettes et avec des pistes à impédance contrôlée. Quel outil utilisez-vous? Une fois que le circuit est réalisé, comment actuellement mesurez-vous que l'impédance fait 50 ohms ou 75 ohms? Bon, je vous le dis d'entrée de jeu, il n'y a pas, malheureusement, de méthode facile ou peu coûteuse pour vérifier l'impédance d'une piste. Pour le bidouilleur moyen, c'est un acte de foi de fabriquer une piste et d'espérer qu'on est proche de l'impédance voulue. Bien sûr, si le circuit final fonctionne bien, et très bien, vous avez atteint fort probablement une impédance assez proche de celle nominale. Car d'avoir l'impédance exacte n'est habituellement pas un objectif. Il y a toujours un pourcentage de variation. On peut facilement avoir une impédance à plus ou moins 20% de l'impédance requise et le circuit va tout aussi bien fonctionner. Je pousse encore plus loin. Un exemple. Si vous avez un objectif de piste de 50 ohms sur une plaquette, mais que l'impédance obtenue est plutôt de 100 ohms, donc c'est du 2 pour 1, vous n'aurez qu'environ 10% de l'énergie qui sera réfléchie à l'interface entre la ligne de transmission et la destination, ou entre l'interface de la source et la ligne de transmission. Il est fort probable que le circuit fonctionnera quand même bien. Je ne dis pas qu'il ne faille absolument pas s'en préoccuper, comprenez-moi bien là. Mais il faut savoir mettre les choses en contexte parfois. En industrie, donc du côté professionnel, on spécifie habituellement une impédance ayant une tolérance de plus ou moins 10%. Donc sur 50 ohms, c'est plus ou moins 5 ohms. Mais on sait très bien que les circuits fonctionnent habituellement sur une impédance plus large. Mais sur plusieurs de nos circuits, c'est tellement complexe et ils fonctionnent à de très larges bandes qu'on ne veut pas devoir se questionner sur l'influence de l'impédance des pistes. Okay? Il y a un paquet d'autres facteurs qu'on doit tenir en ligne de compte. En plus, c'est relativement facile d'obtenir cette tolérance de plus ou moins 10% en industrie. Comment font-ils pour mesurer l'impédance en industrie? Ils ajoutent des coupons détachables sur le même panneau que le circuit imprimé. Ces coupons auront des pistes de contrôle avec des interfaces requises aux deux extrémités pour connecter soit un analyseur de réseau vectoriel, comme j'ai ici derrière moi, soit un réflectomètre temporel. Difficile à dire, ça. Donc, pour résumer, faites de votre mieux. Faites un bon choix de plaquette avec un diélectrique connu. Vous faites vos calculs d'impédance et contrôlez l'épaisseur du panneau, bien sûr. C'est important pour décider de l'impédance. Faites le contrôle de la largeur des pistes dans votre logiciel de conception et ça devrait aller. Si vous mesurez un circuit logique, par exemple,
comme un bus de données ou une horloge, mesurez la forme de l'onde au point de destination avec un oscilloscope approprié en bande passante. Si la forme de l'onde est acceptable par rapport à la forme idéale, si les fronts montants et descendants sont propres et assez continus, donc sans avoir de discontinuité, et si le circuit fonctionne bien, dormez en paix, tout simplement. OK. Troisième question. Celle-ci vient de Simon. Que signifie le fait que le courant n'est pas en même temps que la tension? Alors, parce que ce genre de phrase apparaît, elle est souvent accompagnée d'un petit graphique qui montre la courbe de la tension et celle de l'intensité du courant. Et quand on prend les valeurs I et U à un certain temps, il y a bien à la fois un courant et une tension, non? Oui, mais tout ne se suit pas. Vous faites sans doute référence aux courbes de charge et décharge d'un condensateur au niveau tension et courant en simultané. Avec les condensateurs et les bobines, puisque c'est un peu le même phénomène avec les bobines, il faut oublier la relation directe tension-courant qu'on applique sur des éléments résistifs comme des résistances, des fils, des contacts, même des semi-conducteurs. Finalement, la loi d'Ohm ne s'applique pas directement dans le domaine des nombres réels. D'accord? Donc, pour l'instant, là, pour simplifier tout ça, concentrons-nous sur le condensateur, oublions la bobine. On y reviendra après. L'affirmation qui dérange. Sur un condensateur, la tension est en retard sur le courant. Bon, il faut comprendre que le condensateur est considéré comme un élément réactif, pas un élément résistif. On parle de réactance, okay, non pas de résistance. J'ai une meilleure affirmation qui fait pas mal le sommaire du comportement. Et c'est ce qui suit. Le condensateur s'oppose à une variation de tension à ses bornes en produisant un courant instantané. Okay? C'est intuitif de penser à cela quand on regarde le rôle de filtrage du condensateur, par exemple, dans un bloc d'alimentation. Le condensateur, on le sait, va aplanir la tension en absorbant et en produisant un courant instantané. Donc, il s'oppose à une variation de tension. OK, alors, est-ce perceptible que la variation de tension est en retard sur le courant? Absolument. Et je vais vous le montrer, ou le démontrer, si vous voulez. Bon, je vais essayer de tenir ça pour que ça soit visible. Ici, on a un circuit, faites abstraction de la partie du bas. Okay? On a un circuit ici d'une source de tension en courant continu qui est assuré avec une impulsion par un bouton poussoir. Okay? Donc, en temps normal, tout est déchargé, tout est éteint et je vais appuyer sur le bouton poussoir. On a deux résistances, d'accord? On va regarder, on va se concentrer sur celle-ci, puis vous allez comprendre pourquoi après. Je vais y attacher la voie 1 de mon oscilloscope, ici, à ce point-ci, donc pour mesurer la tension aux bornes de cette résistance. Et je vais attacher la voie numéro 2, le canal 2, qu'on dit souvent, ici, en amont de cette autre résistance. Pourquoi ici? C'est que notre oscilloscope, on va le configurer pour qu'il puisse faire la différence, donc voie 2 moins voie 1. En faisant la différence voie 2 moins voie 1, qu'est-ce qu'on fait? On se trouve à mesurer le courant qui passe dans la résistance, puisque sa résistance est constante. V divisé par R étant constant, donc on va voir le courant qui rentre dans le circuit ici. Et en regardant seulement la voie 1, on va voir la tension au bord de la résistance. D'accord? On peut s'attendre à ce que tout ça va suivre, puisqu'on a seulement des éléments résistifs. On va le confirmer tantôt, avec des mesures sur l'oscilloscope. Donc, la voie 1, c'est la tension de la résistance ici. La voie 2, ici, de l'oscilloscope, on va afficher plutôt voie 2 moins voie 1 à l'écran.
D'accord? Ça se fait sur la plupart des oscilloscopes, ce genre de choses. Même sur des oscilloscopes analogiques, il y a souvent un mode de soustraction entre deux canaux. D'accord? OK. Alors, deuxième partie, une fois qu'on aura vérifié avec des éléments résistifs, on va remplacer en fait, notre résistance ici par un condensateur. Et on va faire le même principe, on va envoyer une impulsion tout simplement. Et on va voir ce qui va arriver. Toujours la même chose. Voie 1 ici, donc on va mesurer la tension aux bornes du condensateur. Et voie 2 branchée ici, on va afficher voie 2 moins voie 1 qui va représenter le courant qui rentre dans le circuit. D'accord? On y va, on regarde ça. Alors voilà, l'oscilloscope est armé et va déclencher sur le front montant lorsque j'appuierai sur le bouton. Alors on est prêt pour y aller. Alors voilà, on a notre front montant sur la tension. Alors dès que j'ai appuyé, on voit une montée très nette de la tension. Et on a le courant qui suit avec une courbe à la forme identique et au même moment que la tension. Il n'y a donc aucun déphasage, ce qui était attendu puisqu'on a des éléments résistifs. Maintenant, allons voir avec un condensateur plutôt qu'une des deux résistances. On aura un circuit RC. Alors voilà, on vient de voir ici, en haut, la tension sur le condensateur, tout simplement, qui monte selon la forme qu'a une courbe RC. Et au bas, on a ici le courant qui est, notez bien, instantanément établi au moment même où j'appuie sur le bouton, donc courant très élevé pour s'opposer à une variation de tension. Et par la suite, le courant de charge qui va diminuer au fur et à mesure que la tension du condensateur, elle, monte pour atteindre 0 éventuellement. Alors, vous avez ici un effet instantané de la part du condensateur. Donc, le courant réagit plus rapidement que la tension. Et donc, il y a un déphasage. C'est la nature même du condensateur. Maintenant, en bonus, on peut regarder avec un signal CA, donc un signal sinusoïdal alternatif, qu'est-ce qu'il va y avoir comme réaction, donc en régime permanent qu'on dit. On a ici un signal alternatif qui est envoyé dans notre même circuit RC qu'on avait juste auparavant. Et là, on voit bel et bien en haut la tension et en bas le courant. Et si vous regardez, il y a un déphasage. Si vous observez bien, le croisement ici, vous avez donc le courant qui atteint son pic le plus élevé avant celui de la tension. Et si vous regardez, c'est un quart de cycle de déphasage, donc 90 degrés de déphasage. Alors, vous avez vraiment une visualisation ici que le courant est en avance sur la tension. Ou, si vous préférez, que la tension est en retard sur le courant. Excellent. Maintenant, sur une bobine, ou sur une inductance, si vous préférez, ce sera l'effet inverse. C'est-à-dire, c'est le courant qui sera en retard sur la tension. Autrement dit, la bobine s'oppose à une variation de courant en produisant une tension inverse instantanée. Pour absorber cette énergie de réaction, on voit souvent, vous avez dû remarquer, une diode de protection placée en inverse, donc polarisée inverse, sur des bobines de relais, par exemple. C'est justement pour absorber la tension produite par l'inductance qui pourrait être néfaste pour le circuit qui alimente la bobine, par exemple un transistor qui pousse le courant dans la bobine. D'accord? Alors voilà. Voilà pour le déphasage entre le courant et la tension. Maintenant, question numéro 4, venant de Ahmed Koroko. J'ai une question en ce qui concerne la réparation des cartes électroniques. Comment savoir si le microcontrôleur est défectueux? OK. Ça, c'est un peu difficile de donner une réponse simple, car il y a plusieurs possibilités de problèmes sur un microcontrôleur. On parle ici de microcontrôleur, non pas de microprocesseur. Donc,
on élimine les problèmes de mémoire externe et de bus de données d'adresse. OK? La première chose à faire serait évidemment de s'assurer que les alimentations VCC et MAS sont présentes et bien connectées au microcontrôleur. Ça semble évident, mais quand même. Portez attention au retour de courant. Je m'explique. Beaucoup de microcontrôleurs vont fonctionner, souvent erratiquement, même si l'alimentation VCC est absente. Et oui, les tensions déjà présentes aux broches d'entrée du microcontrôleur, entrée et sortie finalement, ces signaux-là venant des périphériques qui seraient déjà alimentés, par exemple, autour, pourraient être suffisants, ces tensions-là pourraient être suffisantes pour alimenter le microcontrôleur. Ce sont en fait des diodes de protection à l'interne sur chaque broche du microcontrôleur qui peuvent conduire et alimenter le microprocesseur. Donc, ne prenez rien pour acquis au sujet des alimentations. Autre point à vérifier, l'oscillateur ou le cristal. Si votre microcontrôleur est équipé d'une ou de plusieurs sources externes d'horloge, il faut les vérifier. Si vous avez un oscilloscope ou un compteur de fréquence, vous devriez vérifier qu'il y a oscillation. Car un cristal défectueux, ça existe, j'en ai déjà vu. Y a-t-il consommation de courant par le microcontrôleur? Ça, c'est un autre point à vérifier. Si vous pouvez mesurer le courant consommé par le microcontrôleur, faites-le. Ce serait bien. Vous pourriez comparer le courant nominal aux spécifications du microcontrôleur. Mais il faudra soit soulever la broche d'alimentation, soit enlever un élément en série avec l'alimentation, s'il y en a un, soit couper une piste pour pouvoir y insérer un ampèremètre. Voyez-vous de l'activité aussi sur les broches? Est-ce que les pulsations changent en fonction du temps ou des boutons pressés sur le circuit? Vous pourriez aussi tenter de renifler l'activité interne, soit avec un analyseur de spectre et un bout de fil ou une petite loupe, une boucle si vous voulez, pour renifler du signal RF, soit avec un ampli audio qui serait couplé en courant alternatif, donc couplé avec un condensateur, connecté sur les broches, ou capter du rayonnement électromagnétique avec un récepteur radio peut-être aussi, approché très proche. Si seulement une broche est défectueuse, par exemple, vous parlez, est-ce que le microcontrôleur est défectueux? Si c'est seulement une broche, ce sera difficile de le savoir, à moins que vous soyez vous-même l'auteur du code source et que vous connaissiez le comportement attendu. À part cela, je ne sais pas trop quoi d'autre suggérer. Je crois que si c'est un microcontrôleur que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas conçu, donc le code, c'est difficile finalement. Vous aurez à ce moment-là tout couvert. D'accord? Voilà. Question 5 à nouveau, Ahmet Koroko. J'ai une autre question en ce qui concerne la réparation des cartes électroniques. Bon, pourquoi pas. Comment trouver un court-circuit, par exemple, entre le VCC et la masse, donc entre l'alimentation principale et la masse? Ça, c'est un autre problème difficile à régler. Vous pouvez d'abord y aller à tâtons et retirer les composants suspects un à un, mais il y a toujours un risque de faire encore plus de dommages qu'il y en a déjà quand vous commencez à souder et dessouder des pièces. Une technique utilisée, si vous avez la possibilité, est l'imagerie thermique. Si vous avez accès à une caméra thermique, donc qui répond à la chaleur, vous pourriez localiser le problème. Avec un bloc d'alimentation à courant limité, donc un courant raisonnable, il ne s'agit pas de mettre la plaquette en feu, il est possible de détecter avec une caméra infrarouge, une caméra thermique, les zones plus chaudes sur la plaquette ou les composants, ce qui indiquerait vraisemblablement l'endroit où le court-circuit est localisé. Vous pouvez aussi vous servir de vos doigts comme détecteur de chaleur pour localiser le court-circuit. Bon,
c'est très bien si vous avez accès à une caméra, là, mais sinon, qu'est-ce que vous faites? Vous allez avoir besoin d'un multimètre dont la résolution est bonne et dans les fractions d'onde, ou si vous voulez, dans le milliome près. Aussi, vous aurez besoin de sondes bien pointues et de bonne qualité, car c'est essentiel de faire un bon contact. L'idée est de mesurer avec le plus de résolution possible la résistance entre VCC et la masse à différents endroits sur la plaquette. L'endroit où la résistance est la plus faible vous indiquera vraisemblablement l'emplacement approximatif du court-circuit. Vous pouvez vous construire assez facilement un millième mètre qui va avoir une résolution au millième d'ohm. Il y a plein de circuits sur le web qui peuvent être construits et aussi il y a des kits disponibles qui peuvent être achetés. L'idée est d'avoir une bonne résolution, donc une bonne précision, mais pas nécessairement une bonne exactitude. On s'en fout un peu de l'exactitude. On n'a pas besoin de lecture exacte. On cherche à faire des comparaisons à différents points, tout simplement. Avec un peu de patience, vous devriez trouver. Mais il y a des mais. Si la plaquette est très petite, ce sera difficile de trouver, car il n'y a pas suffisamment d'écart dans les mesures de résistance. Et au final, si le court-circuit est à l'intérieur de la plaquette, vous êtes cuit tout simplement. Ce sera à peu près impossible de réparer, sinon que de commencer à faire de la boucherie avec du perçage, du découpage de la plaquette. OK? Alors voilà, ça fait le tour de cette session. Ça fait déjà plus de 20 minutes. Alors, j'espère que vous avez apprécié la session. N'oubliez pas de visiter mon site web, bidouilleur.ca. Et de là, vous pourrez vous inscrire sur le forum de discussion en ligne, Électrobidouilleur, et ainsi partager vos expériences et aider d'autres personnes à les parfaire. Et vous pourrez aussi me soumettre des questions pour la prochaine session de questions et réponses. Merci de votre support et à la prochaine!